Bonjour à tous, vu que c'est Delphine, vu que c'était un peu compliqué de faire des cours pour que vous puissiez tous avoir le cours sur l'endovasculaire, j'ai décidé de le faire par vidéo et de mettre ça sur YouTube pour que vous puissiez y avoir accès tout le temps. Donc du coup, merci de suivre ce cours par vidéo. C'est un cours qui va balayer les généralités de l'endovasculaire avec quelques petites spécificités, mais en gros, c'est le B à bas de la dilatation, quel que soit le type de dilatation que vous allez faire. Donc vous allez voir, c'est un cours très général et normalement très simple. Donc quand on parle d'endovasculaire, on parle dilatation, c'est-à-dire que vous allez faire des dilatations iliaques, fémorales, poplitées ou des dilatations de fistules. Et ce sera toujours la même chose. Donc pour travailler en endovasculaire, il n'y a pas d'abord ouvert, on travaille sur du percutané. Tout le matériel va passer dans un introducteur et donc le tout premier temps de l'endovasculaire et de la dilatation, c'est de mettre en place cet introducteur. Le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire ça, ce sera toujours la même chose. Il faudra toujours l'échographe, parce que le chirurgien va repérer l'artère qui va ponctionner, donc soit fémorale, soit autre, avec l'aide de l'échographe. Pour les besoins de secours, on va imaginer que c'est une ponction dans la fémorale commune classique. Pour ponctionner cette artère, sous écoguillage, il va avoir besoin d'une aiguille à ponction métallique. Ensuite, une fois qu'il a repéré, qu'il a ponctionné l'artère, vous allez tout de suite voir s'il est dedans, hein. Vous avez un retour du sang, hein, qui va gicler sur votre champ opératoire. Dans cette aiguille, il va introduire le guide métallique qui est fourni avec l'introducteur et il va retirer l'aiguille. Ensuite, il va faire une moucheture avec une lame 11 au niveau du guide sur la peau. Puis il va passer dans cette moucheture une Kelly, il va écarter les tissus, ce qui va permettre de faire accéder l'introducteur jusqu'à l'artère sans que l'introducteur se plie dans les tissus. Parce qu'on a des patients qui sont très maigres et on a aussi des patients un peu plus costauds. Et donc du coup, parfois, l'introducteur, au lieu de glisser le long du guide dans l'artère, il se plie dans les replis graisseux et du coup, ça peut l'abîmer. Donc il va mettre l'introducteur sur le guide jusqu'à l'artère. Ensuite, il va retirer le guide et le dilatateur. Il va vérifier qu'il est bien en place à l'aide du retour artériel sur le robinet 3 voies et il va rincer l'introducteur avec l'aide du sérum hépariné que vous aurez préparé. Donc l'introducteur ressemble à ça. Ici, vous avez un code couleur sur les introducteurs. Donc ici, c'est un C French, puisqu'il est vert. Donc votre kit d'introducteur, que ce soit le 5, le 4 ou le 6, il est composé d'un dilatateur que vous voyez ici qui se place dans l'introducteur. Le dilatateur permet de descendre jusqu'à l'artère. Dans ce kit, il y a aussi un guide en J, c'est ce que vous allez mettre dans l'aiguille métallique à ponction, qui va pareil guider l'introducteur pour être bien en place. Et vous avez l'introducteur donc qui est ici, jusqu'au au marqueur noir là, ça c'est l'introducteur. Ce qui est bleu c'est les dilatateurs et ce qui est gris ici c'est le guide. Donc l'introducteur qui va rester en place c'est la partie blanche ici qui est souple. Vous avez ici donc l'indication de la charrière sur l'introducteur, mais vous avez aussi surtout une valve anti-retour qui permet d'éviter au sang artériel de gicler partout. Ici, vous avez le robinet à 3 voies où vous allez pouvoir injecter que ce soit du sérum hépariné ou du produit de contraste. Si évidemment il est ouvert, vous avez du sang qui passe par là. Euh, Classiquement, donc sur les intros, vous avez des charrières, on appelle des charrières, des tailles d'introducteurs. Maintenant, le plus courant qu'on utilise, c'est le 5F, 5 French. L'introducteur 4 French est réservé aux dilatations des fistules. Il le prend quasi uniquement dans ces cas-là maintenant. Sinon, il prendra un 5 French. Vous avez votre introducteur qui est en place. Euh, le but de la dilatation, c'est d'aller trouver la zone, l'artère malade et enfin l'artère bouchée et de la dilater pour rétablir le flux.
Donc une fois que l'introducteur est en place, on va vouloir visualiser les artères afin de trouver celle qui est bouchée. Donc pour ça, on réalise une injection de produit de contraste dans l'introducteur et ensuite, et dans le même temps, on réalise une scopie pulsée avec l'ampli de brillance. A savoir que dès que Monsieur Chiabi fait une injection de produit de contraste, dans la foulée, il rince son introducteur au sérum hépariné, ce que ne fait pas Benoît. La première artériographie donc, permet non seulement de visualiser vos artères et de repérer la zone malade, mais aussi et surtout de voir si votre introduit il est à la bonne place et que tout est prêt pour la suite de l'intervention. Donc vous voyez ici une artériographie de l'aorte et des iliaques. Ici vous avez un angioscan. Donc vous voyez ici la fémorale superficielle et les jambières. Ici, vous voyez bien que c'est bouché. Ça devrait être similaire, mais là, il n'y a rien qui passe. Donc, vous avez mis votre introducteur en place, vous avez visualisé vos artères. L'étape suivante, c'est de rejoindre la zone lésée pour la traiter. Donc, on travaille systématiquement sur un guide pour sécuriser la procédure. Il y a différents types de diamètres, de formes et de rigidité pour les guides, et le chirurgien va décider, selon la lésion et la localisation, du guide dont il aura besoin. Vous allez voir le guide le plus classique, c'est le Terumo souple angulé, et c'est celui que vous pouvez prendre d'emblée si jamais le chirurgien ne précise pas. À chaque fois que vous allez démarrer une dilatation, il vous faudra systématiquement préparer, donc quelle que soit l'artère sur laquelle vous allez travailler, donc l'échographe, l'ampli de brillance évidemment, le nécessaire à ponction qu'on a vu tout au début, donc avec l'introducteur, et le guide. Donc pas le guide qui se trouve dans le kit d'introducteur, mais le guide qui se trouve, enfin qui ressemble à ça. Le packaging ressemble à ça. On a énormément de guides désormais en vasculaire, de guides différents. On va pas vous demander de tous les connaître, c'est inutile. Vous allez devoir reconnaître juste ce guide ici, c'est le guide souple angulé. Euh, on a deux tailles, un guide court, un guide long. Et ensuite, ce guide ici qui est le stiff, c'est un guide plus rigide que le souple évidemment, c'est dans le nom. Donc le guide ici stiff, qui existe aussi également en deux tailles, le court et le long. Et ensuite vous avez des guides avec différentes tailles, des 18, des guides 18, des guides 14 et des guides 35. Ce dont vous avez besoin donc, c'est de reconnaître ces deux guides ici, et ensuite de savoir où se trouve l'information sur la taille des autres guides. Si jamais par exemple il vous faut un guide, je sais pas moi, Astato 014, il faut savoir repérer, donc Astato c'est le nom du guide, et où se trouve le diamètre du guide, donc où lire le 014. Donc là par exemple sur les Victory, vous voyez c'est écrit 018 ici, donc ce guide là est un Victory 018. On a des longueurs différentes pour les guides, donc en 150, 195, 260 ou 300. 260 ou 300, c'est surtout. Donc le 260, c'est le guide souple norme, long, par exemple. En 300, ce sera plutôt les V18, pour l'exemple. Hein, vous n'avez pas besoin de retenir, mais sachez qu'il y a des longueurs différentes. C'est noté à chaque fois sur le packaging. Donc ici, vous avez la longueur du guide. Sur le champ, pour repérer sur le champ opératoire, quand vous êtes instrumentiste, pour repérer, ils ont des couleurs. Le guide souple, il est blanc. Le guide rigide, stiff, il est bleu. Vous n'allez pas forcément le retenir, mais sachez que il se repère au toucher. Il y en a un qui est plus souple que l'autre. Celui-ci, vous allez le sentir beaucoup plus dur que celui-là. Et sinon, visuellement, celui-ci blanc, celui-ci bleu. Les guides, donc on a des tailles différentes, des longueurs différentes, on a des angulations différentes également. Ici vous voyez les guides sont angulés, mais par exemple celui-ci est droit, et vous avez des guides en J par exemple, et le guide en J c'est la forme c'est similaire au petit guide que vous avez dans le kit d'intro. Vous avez sur le guide dans le kit d'intro, vous avez un côté qui est en J et l'autre côté qui est droit.
Et donc on a des rigidités différentes. Ici il est souple, ici qu'on appelle standard également. Là vous avez le guide rigide et on a stiff qui est rigide et on a aussi extra stiff et encore plus rigide que ça. Mais vous n'avez pas besoin de retenir pour l'instant. Retenez surtout le guide souple, le guide stiff. Pourquoi on utilise un guide? Le guide c'est la ligne de vie de votre intervention. Vous vous souvenez, le but de la dilatation, c'est d'ouvrir l'artère qui s'était bouchée pour rétablir le flux sanguin, l'irrigation des tissus. Et donc pour faire ça, on va utiliser des ballons, voire poser des stents. Et on ne peut utiliser ces deux dispositifs que sur un guide qui va sécuriser la procédure. Donc une fois que vous avez votre intro, que vous avez repéré vos artères par artériaux, l'étape suivante, c'est de passer le guide au-delà de la lésion qu'on veut traiter. Une fois que le guide est passé au-delà de la lésion, il faudra absolument s'assurer que le guide reste en place. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez mettre des cathés ou des ballons et les retirer, il faudra que le guide ne bouge pas. Donc le guide, on l'utilise en fonction de la localisation de la lésion et à la demande du chirurgien. Et on commencera toujours par un guide souple standard. Si jamais vous ne savez pas quoi prendre comme guide, celui-là, vous êtes quasiment sûr à 90% de ne pas vous tromper. Donc, au cours de l'intervention, donc vous avez mis votre guide dans l'intro, vous cherchez à descendre le guide jusqu'à la lésion. Il y a deux cas de figure. Soit le guide prend d'emblée le bon chemin, vous arrivez à passer jusqu'à la lésion et aller en aval. Donc vous avez dépassé la lésion avec le guide, tout est en place, on est content. C'est le premier cas, c'est le plus simple, c'est celui qui arrive quasiment jamais. Le second cas, le guide passe dans des collatérales et ne veut pas suivre le trajet de l'artère bouchée. Le guide ira toujours au plus simple, c'est-à-dire que si c'est bouché devant et qu'il y a une autoroute à gauche, il va prendre directement à gauche. Donc nous, on veut pas qu'il aille dans des artères collatérales, on veut qu'il descende dans la lésion, la plaque d'athérome ou tout ce qui bouge, ou le thrombus, ou peu importe. Pour qu'il puisse descendre alors qu'il ne veut pas, on va utiliser des cathéters. Donc comme les guides, on a énormément de cathés différents, avec des angulations différentes, des tailles différentes et des charrières différentes. Vous n'avez là non plus pas besoin de tous les connaître, vous avez besoin de retenir seulement 3 cathéters. Donc le cathéter permet de guider le guide dans la bonne direction et l'empêcher de prendre un mauvais trajet. Premier des cathéters à retenir, la pictelle. Sur le packaging, c'est écrit pig. Monsieur El Chabi l'appelle aussi queue de cochon. C'est ça. Ça fait un tourbillon. Ce cathéter-là, on l'utilise pour visualiser l'aorte descendante et les iliaques. Donc quand vous allez le monter, donc il va être droit. Vous allez retirer le guide. Une fois que le guide est retiré, vous avez le cathé qui prend cette forme-là dans l'artère. Il ne peut prendre cette forme-là que dans une artère suffisamment large. C'est-à-dire que si vous mettez ça dans une fémorale, elle prendra jamais cette forme. Enfin, le cathéter ne prendra jamais cette forme. Et il ne prendra cette forme que dans l'aorte descendante. Cette injection, elle permet de visualiser l'aorte et les deux iliaques en général. Donc vous savez d'emblée que si vous faites une dilatation iliaque, vous pouvez prendre ce cathéter-là parce qu'il va vouloir visualiser les deux côtés. Le deuxième cathéter à retenir, c'est le cathéter RIM, qui fait ici une sorte de pont. Ce cathé, on l'utilise systématiquement, mais alors tout le temps, dans les crossovers. Vous savez, si vous avez un crossover, vous pouvez d'emblée prendre ce cathéter, ce sera obligatoire. On va vous le demander, c'est sûr à 100%. Ce cathéter, il sert à quoi? Il sert à... Donc, sur les crossovers, vous allez piquer euh, à droite pour aller travailler sur la jambe gauche, ou inversement, mais on va prendre cet exemple-là. Donc, vous allez piquer la fémorale à droite, vous allez monter votre guide. Votre guide, je vous ai dit, il va toujours au plus simple, donc lui, il va monter dans la horte, hop, jusqu'au cœur. Il monte, il monte, il monte. Nous, on veut pas qu'il monte, on veut qu'il descende dans l'iliaque opposé jusqu'à la fémorale opposée et plus bas. Donc le guide, il doit faire un virage. Sauf que si vous mettez pas de cathéter, le guide prendra jamais le virage. Donc
sur le guide, vous allez monter le cathéter RIM qui va venir se déposer juste dans l'angulation pour pouvoir inciter le guide à descendre là où on veut qu'il descende. L'angulation du cathéter RIM épouse parfaitement l'angle des deux iliaques ici. Ici, vous avez d'autres exemples d'angulation de guide que l'on possède à Lens, que vous n'avez pas besoin de retenir, c'est juste pour vous montrer que on a énormément d'angulations différentes qui permettent d'aller dans des artères différentes. Typiquement, celle-ci, par exemple, pour aller sur l'artère rénale, ici pour aller pour exclure les collatérales et aller dans les bonnes directions d'emblée. Donc, je vous ai dit 3 types de cathéters à retenir. Donc, la pictelle quand vous faites des dilatations iliaques pour visualiser l'aorte et les iliaques. Le RIM, le cathéter RIM pour aller en crossover, donc de l'autre côté. Et le troisième que je n'ai pas mis là, mais qui s'appelle le KMP, le cathéter KMP, c'est celui qui prend systématiquement pour descendre dans la fémorale superficielle. Je ne l'ai pas mis là, mais l'angulation, c'est un peu moins angulé que la MPA par exemple. C'est un peu comme ça, c'est un peu léger. Un peu comme la BR. Pour tous les autres types de cathéters, c'est écrit sur le packaging, il suffit de lire. Et ce seront des cathéters spécifiques sur des. Quand il n'arrive pas à passer d'emblée avec les cathéters classiques. Donc le cathéter ne sert qu'à guider le guide dans la bonne direction. Une fois que votre guide est en place, le cathéter, vous n'en avez plus besoin. Le guide a dépassé la lésion, la lésion elle est repérée, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour dilater l'artère malade. Donc on va passer un ballon sur le guide pour dilater au niveau de la lésion. Il y a 3 choses à savoir sur les ballons, sur le packaging. Il faut repérer la taille du ballon, la longueur du ballon et la longueur du porteur du dispositif. Il faut s'assurer également de la charrière du ballon parce que plus le ballon est gros, plus ils doivent passer dans des introducteurs plus grands. Donc on va voir ça ensemble. Vous voyez, ça c'est le packaging du ballon. Ici, vous avez le diamètre du ballon. Là, le premier chiffre, le 60 mm, c'est la longueur du ballon. Et le 80, c'est la longueur totale du dispositif qu'on appelle porteur. Donc votre dispositif complet fait 80. Sur les 80, au bout, vous allez donc 80 cm. Vous avez au bout un ballon qui fait 60. Ici, vous avez la taille recommandée du guide pour utiliser le ballon. Donc c'est-à-dire que un guide 0,35 passe dans le ballon. Mais ça veut dire également que les guides plus petits passent également dans les ballons. Et ensuite, vous avez ici la charrière minimale d'introducteur. C'est-à-dire que là, votre ballon 5, il passe dans un intro 5F, 5 French. Si ici, par exemple, vous avez 6 French, ça veut dire que dans votre intro 5, votre ballon ne passera pas. Il faudra un introducteur plus grand, un introducteur de 6 French. Ici, vous avez également les pressions maximales de gonflage. Donc le 10, c'est la pression, ce qu'on appelle la pression nominale ou courante, c'est-à-dire que c'est à partir de cette pression-là que le ballon est efficace. Et au-delà de 18, le ballon explose, boum, c'est foutu. Vous voyez, je sais pas si... Non, je peux pas zoomer. Ici, vous voyez ce que je disais donc tout à l'heure, la taille complète du porteur et ici la taille du ballon. Donc la taille complète fait 80 et la taille du ballon fait 60. On verra après les courriers long porteur. Donc une fois que vous avez passé votre guide, vous avez repéré la lésion, vous avez descendu votre ballon, vous avez gonflé votre ballon avec une seringue d'insufflation où vous mettez un peu de produit et beaucoup de sérum. Une fois que vous avez dilaté, il dégonfle le ballon, il retire le ballon, il fait une artériographie et, euh, au contrôle, il décide de 2 choses. Soit le résultat est satisfaisant et donc on arrête l'intervention, tout ira bien, on reprendra peut-être plus tard si jamais ça se rebouche le patient, mais a priori il n'y a pas besoin de faire plus.
Deuxième cas de figure, le chirurgien juge que le résultat n'est pas satisfaisant, ou alors il sera satisfaisant mais sur un temps trop court et qui va se reboucher trop vite, et dans ce cas-là, il peut décider de poser un stent. Il existe deux types de stents, on a des stents couverts et des stents non couverts. La particularité des stents couverts, c'est d'occlure les collatérales en regard de l'endroit où il est posé, c'est-à-dire que vous avez votre artère qui est bouchée. On a ce qu'on appelle une circulation collatérale ou annexe qui se met en place. Donc les collatérales se développent. Parfois, elles se développent plus que l'artère initiale ou native. Et donc, quand vous dilatez votre artère, votre réseau accessoire est toujours là. Il va devenir moins important puisque vous rétablissez le chemin initial. Mais il existe. Vous avez deux solutions. Soit vous mettez un stent non couvert, le maillage est perméable et donc vos collatérales vous les conservez, le sang pourra toujours passer dans les collatérales. Soit vous mettez un stent couvert qui ressemble à ça, où le maillage n'est pas perméable et dans ces cas-là vous perdez les collatérales. Autant vous dire que quand il y a des collatérales, en général, ils mettent des stents non couverts. Pour la petite histoire. Le choix du stent revient évidemment au chirurgien, hein, c'est lui qui décide selon la localisation quel type de stent il met, couvert, non couvert. Voilà, vous avez juste à donner le stent qu'il a choisi. Et sur le packaging des stents, c'est les mêmes informations que sur les ballons. Donc vous allez avoir la charrière, la taille du ballon, enfin la taille du stent, pardon, et la taille du porteur. Qu'est-ce qu'on appelle porteur? Donc on a les courts porteurs ou les longs porteurs. Il y a deux tailles, soit 80, soit 130, voire plus. On a plus notamment sur les stents. 80 c'est pour les porteurs courts et 130 et plus c'est pour les porteurs longs. Le choix du porteur dépend de la distance entre votre introducteur et votre lésion. Donc si par exemple vous travaillez en crossover, vous ponctionnez la jambe droite pour aller travailler sur la jambe gauche, votre ballon va devoir parcourir un trajet assez long, donc il vous faudra un long porteur. Qui dit long porteur dit forcément guide long également. Parce que si vous utilisez un guide court sur un porteur long, votre guide, vous n'allez pas le récupérer au bout. Il va rester dans le stent ou enfin, dans le porteur en fait. Et dans ces cas-là, vous ne travaillez pas en sécurité. Donc quand vous travaillez en crossover, vous travaillez avec des guides longs et vous travaillez avec des ballons à long porteur. Pardon. Voilà. Après, on va pas rentrer dans les détails. Donc le crossover, je viens d'en parler. On appelle crossover le fait de ponctionner l'artère fémorale commune d'un côté, puis de passer via les iliaques et le cathéter RIM notamment, pour rejoindre à minima l'artère fémorale commune de l'autre côté. Le crossover est réalisé en général quand la ponction isocourante, c'est-à-dire du même côté de la lésion, est impossible, du fait de sa proximité avec l'introducteur, ou pour d'autres raisons, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et dans le cadre d'un crossover, le matériel sera systématiquement composé d'une aiguille à ponction classique, d'une housse d'échographe parce qu'on fait toujours un repère, enfin une ponction éco-guidée, d'un introducteur 5F avec guide donc court, classique, d'un guide souple long et d'un guide stiff court, donc le stiff c'est le rigide, ce qui va permettre de monter l'introducteur 6 dessus, pour éviter que le guide, en fait si votre guide est trop souple, il va il va jumper. Comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que au lieu de rester sur la courbure de la horte, il va remonter et vous allez jamais réussir à passer l'intro. Donc vous avez besoin d'un stiff pour passer en crossover. Retenez juste ça, un stiff pour passer en crossover. Et un cathéter RIM pour pouvoir passer, vous vous souvenez, la bifurcation. Et ensuite un introducteur 6F en 45. Donc, pour le crossover, vous allez ponctionner ici. Vous allez monter votre guide qui va monter jusqu'au cœur. Ensuite, vous allez enlever votre introducteur 5 court que vous avez utilisé pour faire le chenal en fait. Vous allez monter l'introducteur 6. Ensuite, vous allez monter dessus le cathéter RIM qui se trouve là.
qui va monter, vous allez monter le cathéter, le rime jusque ici, à peu près. Il va retirer le guide afin que le cathéter puisse reprendre sa forme. Il va descendre le cathéter jusqu'à ce qu'il soit posé sur la jonction ici. Ensuite, il va descendre le guide jusque de l'autre côté, donc jusqu'à la fémorale, là. Vous allez voir, le guide va descendre jusque là. Ensuite, une fois que c'est ça, il va monter l'introducteur 6 le long de l'iliaque jusqu'à arriver, jusqu'à descendre dans l'iliaque de l'autre côté. Il va faire ça sur un stiff parce que si vous laissez un souple, le guide, au lieu de rester posé et de prendre la forme ici, il peut, selon les contraintes, remonter ici, et donc vous avez le guide qui va faire ça. Et nous, on veut juste qu'il soit posé et qu'il puisse guider l'intro. Parce que si votre guide remonte ici pour refaire la courbure, votre intro, vous n'allez jamais réussir à le descendre de l'autre côté. C'est pour ça qu'on prend un stiff. Mais là, on commence à rentrer dans les détails. Retenez juste que votre intro 6F, il sert à descendre jusque de l'autre côté pour qu'ensuite vous n'ayez plus besoin, si jamais pour X raison votre guide finit par sortir de l'intro, que vous n'ayez pas besoin de remettre une rime parce que votre guide va remonter jusque là-haut et pour refaire toute la procédure initiale. Donc votre intro 6, il sert à sécuriser ce passage. Voilà. Donc du coup, quand vous avez dilaté, plus ou moins stenté, vous avez contrôlé par artériaux que tout allait bien et que vous êtes satisfait du déroulé de votre intervention, il reste à fermer. Vous vous souvenez, c'est du percutané. Donc on pénètre dans l'artère, mais on n'a pas de visuel sur l'artère, on n'a pas de visuel direct. Donc quand on va retirer l'introducteur, on ne peut pas faire un point sur l'artère comme on ferait en chirurgie ouverte. À la place, on utilise ce système de fermeture, ce soit les ProGlide ou bon, les autres, celui-là il est en rupture, donc de toute façon tous les systèmes de fermeture fonctionnent sur le même principe. Ça se pose à l'aide du guide qui est en place, donc vous retirez d'abord il va retirer d'abord l'introducteur, vous allez monter le système de fermeture sur le guide jusque dans l'artère, et ensuite vous avez ce dispositif là à l'intérieur qui va servir à fermer le trou dans l'artère. Donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir. Du coup, plus vous avez mis un introducteur d'une charrière importante, plus le trou dans l'artère est gros et plus le risque de fuite ou de faux anévrisme ou d'hématome est important. Donc pour éviter ça, on met le système de fermeture qui va se plaquer et qui va permettre de faire un nœud sans ouvrir le scarpa. Une fois que le système de fermeture est en place, il y aura une compression manuelle de 1 ou 2 minutes. Si ça saigne pas et que tout va bien, vous mettez en place le système de compression. En ce moment, on a des safeguards avec plus ou moins des ruptures. Donc le safeguard, c'est l'espèce de pansement avec un système de gonflage qui va permettre de faire une espèce de ballonnet qui se pose là où il y a le point de ponction. Sinon, plus classiquement, et si vous n'avez pas ça, il va vous mettre des compresses avec de l'élasto pour appuyer sur le point de ponction et éviter l'hématome. Une chose importante à savoir, quand vous utilisez un intro, on ne peut qu'augmenter la charrière, on ne peut pas passer d'un intro, par exemple un intro 7, on ne va pas remettre un intro 5. On ne peut faire que augmenter. Donc, c'est-à-dire que on va mettre d'abord en place un intro de 4 ou de 5, et ensuite on va mettre un intro 6, voire un intro 7, et une fois qu'on a fini, on va pas descendre d'intro. On va pas passer d'un 7 à 5 ou à 4. Pourquoi? Parce que le trou dans l'artère sera plus gros, et donc du coup, si vous mettez un intro plus petit, vous aurez des fuites. Et donc vous allez avoir un hématome qui va se former, et forcément votre patient va se déglobuliser. Voilà. Si jamais, donc c'est terminé. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si jamais vous avez une question, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à faire des retours et à venir nous voir pour plus d'informations. Ce que je vous ai raconté là, c'est la base de chez la base, ce que vous pouvez retenir pour tous les types de dilatation qu'on peut faire à l'anse. Ce sera toujours
le même schéma, le même déroulé dans l'intervention, avec évidemment, s'il a plus ou moins de difficulté à passer la lésion, il va demander plus ou moins des guides ou des ballons ou des cathés différents. Mais globalement, sur une dilatation classique et simple, vous avez toute là la base. Et voilà, c'est ça. C'est la base, c'est ça. Pareil pour les préparations de blocs, ça c'est la base. Voilà, voilà, merci beaucoup et à bientôt.